Salut tout le monde, c'est JC, bienvenue dans une critique dédiée au premier film de ma saga Disney préférée, j'ai nommé Tron. Allez mon petit, fais voir ce que t'as dans le ventre. Je vais devoir vous programmer sur le circuit des jeux. Au sein même de l'ordinateur, prisonnier, Ok. de l'autre côté de l'écran, un génie de l'informatique qui doit triompher des pièges, des jeux qu'il a lui-même créés. Je veux qu'il soit jeté au jeu et qu'il meure par le jeu. De l'autre côté de l'écran. Tout avait l'air si facile. Même un champion des jeux vidéo sera-t-il de taille à se mesurer à l'ordinateur? Tron, une odyssée sans précédent, un événement cinématographique où le monde de l'imaginaire prend forme sous vos yeux. Le monde de Tron vous attend, de l'autre côté de l'écran. Tron est un film sorti en février 82 aux États-Unis et en décembre de la même année chez nous en France. Ouais, l'écart est astronomique. Le film est écrit et réalisé par Steven Leisberger, mettant en scène 4 acteurs principaux pour ce film. Alors nous avons Jeff Bridges dans le rôle de Kevin Flynn ou Clou, son avatar numérique, Cindy Morgan dans le rôle de Laura ou Yori, son avatar numérique, Bruce Boxleitner dans le rôle de Alan Bradley et de Tron, son avatar numérique, et nous avons David Warner dans le rôle de Ed Dillinger ou Sark ou le maître contrôleur principal. Ouais, il incarne ces trois bad guys dans le film. Voilà, c'est le grand méchant, il a 3 rôles dans le film. Ce film, de quoi ça parle? Eh bien, le film nous raconte l'histoire de Kevin Flynn, jeune concepteur de jeux vidéo tenant un salon de jeux d'arcade, qui s'est fait évincer de la société informatique Encom, car pour Encom, il avait créé un jeu du nom de Space Paranoid, sauf que Ed Dillinger a réussi à l'évincer en volant son idée, et Kevin va tout faire pour trouver la preuve que Ed est un menteur et récupérer sa place au sein de Encom et récupérer et redorer son blason de concepteur de jeux vidéo, entre autres. Mais malheureusement, en voulant tout faire pour prouver que Ed est un menteur, le maître contrôleur principal, au courant de ce que faisait Kevin Flynn, le piège dans le monde de Tron, un monde dans un monde virtuel rempli de jeux vidéo. Il va rencontrer le personnage de Tron, il va s'allier avec lui pour aller défoncer la tronche de Sark et du maître contrôleur principal, ce qui va lui permettre à la fin de récupérer les preuves dont il avait besoin pour prouver aux gens que Ed est un menteur et de récupérer sa place au sein de Encom. Voilà globalement l'histoire de ce film. Oui, j'ai spoilé la fin, ce film a plus de 40 ans, donc j'ai le droit, je m'autorise le droit de vous spoiler allègrement ce film si vous ne l'avez même pas toujours vu, si vous ne l'avez toujours pas vu, excusez-moi. Ce film est innovant pour l'époque. En effet, il fut l'un des premiers films à avoir des décors 100% numériques. C'est absolument dingue pour l'époque. Alors oui, aujourd'hui ça a très mal vieilli, mais j'ai regardé le film avec les yeux de quelqu'un qui était en 1982. Et pour quelqu'un qui était en 1982, c'est absolument dingue ce que je vois à l'écran. Le film est pas très long, il dure 1h30. Ouais, 1h30, c'est pas très long. C'est un petit film d'aventure, très sympa. Voilà, c'est classique, hein, le méchant qui vole les idées des gens. On l'a déjà vu plein de fois. Mais ça marche, voilà, ce concept est déjà revu, mais des fois ça fait pas de mal et ça passe. Et là, c'est le cas pour ce Tron. Alors, pourquoi Tron alors que Tron n'est même pas le personnage principal? Bah, tout simplement parce que Tron, c'est une abréviation de électronique. Voilà, ça brise, voilà, je brise vos rêves et vos mythes. Concernant le jeu des acteurs, j'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup Jeff Bridges dans le rôle. Il fait bien transparaître le gars
qui a perdu sa place et qui... En fait, il y a des moments dans le film où il fait un peu le mec arrogant, où il laisse place à son arrogance, il se croit un peu plus au-dessus que les autres parce qu'il a conçu ça, parce que voilà, il est assez fort en piratage, tout ça, c'est assez drôle par moments. J'aime beaucoup aussi le personnage de Alan, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réservé, oui et non, mais on sent que Kevin et Alan ont une sorte de rivalité. Voilà, même si j'avoue qu'il y a un certain respect mutuel entre les deux, même si ces deux-là c'est pas l'amour fou, mais on sent qu'il y a tout de même un respect. Et en même temps, c'est pas l'amour fou entre les deux parce que il y a le personnage de Laura entre les deux. Voilà, parce que Kevin a été avec Laura en couple pendant un petit moment, et là cette fois Laura sort avec Alan. Voilà, on peut comprendre cette fois du coup dans le film quand on regarde pourquoi ils sont un peu en rivalité ces deux-là, et pourquoi Alan n'arrive pas trop à piffrer Kevin. Du coup ça donne des situations assez drôles, avec des dialogues très très bien écrits, très bien en finesse, pour le coup c'est très drôle. Les méchants, c'est du classique, David Warner fait le taf en Dillinger, en Sark et en maître contrôleur principal. Maître contrôleur principal qui a un design... mais... Je suis pas trop fan du design qu'ils lui ont donné. Je trouve qu'ils auraient pu lui donner un autre design, mais après, peut-être aussi, vu les limitations budgétaires de l'époque, c'est peut-être ça aussi qu'il veut. Donc, un petit peu déçu sur son design à la fin, mais ça reste un très bon méchant, qui a de très bons moyens de pression aussi, parce qu'il aussi donne des coups de pression à Dillinger aussi. Donc c'est très intéressant, donc c'est un méchant qui fait pas dans la dentelle, quoi. Il est pas là pour plaisanter. Et ce qui donne quelque chose d'assez intéressant. Le personnage de Sark aussi, c'est un souffre-douleur, hein. Il travaille pour le méchant, qui travaille pour le méchant. C'est vraiment... je sais pas, la hiérarchie des méchants dans ce film, elle est bizarre. C'est vraiment, un coup c'en est un qui le contrôle, un coup c'en est un coup c'est l'autre, et un coup, en fait non, c'est pas le méchant du méchant, mais il travaille avec le méchant pour être méchant, envers le méchant. C'est totalement compliqué, la hiérarchie dans ce truc. Donc ouais, niveau musique, je suis pas très fan de la bande originale, mis à part quelques chansons de Journey, et j'adore Journey, donc ça va, niveau chanson ça va, mais juste en termes de composition, j'aime pas trop. C'est composé par Wendy Carroll, si je dis pas de bêtises, la BO de ce film. Je suis pas très fan, voilà, du résultat de la BO, je suis pas vraiment fan. En ce qui concerne les scènes d'action, très innovantes pour l'époque, très créatives pour l'époque. J'aime beaucoup la scène où il y a un programme qui défie Flynn sur un combat genre de ping-pong, si je dis pas un genre de ping-pong. Il y a des cibles, en fait ils ont une balle, et si la balle touche la cible adverse, la cible, il y a un trou en plein milieu, et s'il tombe dans le trou, forcément la personne meurt, hein, finalement. Donc c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien revoir, peut-être dans Tron Ares, mais j'en doute que ça soit dans Tron Ares. Ce serait bien un jeu que je verrais bien dans un avenir, pour un autre film Tron, ou une série Tron peut-être. J'aimerais beaucoup revoir ce jeu, ça c'est bien fait. La course de l'hémicycle, ça a moins de la gueule, c'est moins bien évidemment que celle de Tron l'héritage. Course de l'hémicycle assez sympa, assez classique, hein, gauche, droite, milieu, collision, boum. Les combats de tank et de reconnaisseurs, quand il y a, je crois, il y a un moment, il y a Clou qui se fait poursuivre par des reconnaisseurs, il doit tirer sur des reconnaisseurs pour survivre. Il y a une petite tension assez sympa, donc c'est assez bien travaillé à ce niveau-là. On a aussi le curseur qui dit tout le temps oui. C'est vraiment le petit comic relief, j'ai envie de dire, assez insupportable, on va pas se mentir. Heureusement qu'il n'est pas là dans Tron l'héritage, parce que je me serais taillé les veines. Donc ouais, le petit curseur, je déteste ce truc. Donc ouais, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié lors de mon visionnage. C'est un film très innovant pour l'époque, il a beaucoup apporté au cinéma, malgré que le film n'a pas marché. En fait, c'est un peu la malédiction des Tron, c'est que ça marche pas. Voilà, il y a des films de merde qui fonctionnent au box-office, et il y a d'excellents films qui marchent pas, et c'est le cas de la saga Tron en entière. Je trouve cette saga ultra maudite, vraiment maudite, alors qu'elle ne devrait pas, elle devrait avoir un meilleur succès, plus de reconnaissance. Je trouve que c'est peut-être la saga Disney la plus créative qu'on a, et malheureusement Disney pour l'instant n'en fait pas grand chose. À voir avec Tron Ares comment ça va se débrouiller.
Mais pour le cas, je suis assez déçu de l'impact mineur qu'a eu Tron, je trouve, sur la pop culture de manière générale. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Tron, c'est sur Disney+, voilà, c'est très sympa, vous allez passer une bonne heure 30, voilà, devant un bon film d'aventure, ça fait plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de cette chronique sur Tron. Donc on va passer à Tron l'héritage dans la vidéo suivante, et Tron la série, Tron la Révolte, voilà. Salut tout le monde.